amélioré à l'issue de ces enquêtes, eh bien, cela le sera. Que ce soit sur les dispositifs de fouille, sur les dispositifs de visite, etc., etc. Il y a une question au fond. Ah, moins au fond, et après on ira plus au fond. Bonjour, Laurent Sénéchal à France Info. Bonjour. Il y a quelques semaines, c'était le Conseil de l'Europe qui appelait la France à abandonner l'usage des LBD. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'ONU, par la voix de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, qui réclame une enquête en France sur l'usage excessif de la France dans la force dans la répression des manifestations de Gilets jaunes. Quelle est votre réponse à ces multiples interrogations de la part de la communauté internationale? D'abord, Madame Bachet, elle nous invite si on est très exhaustif, parce qu'il faut toujours prendre les déclarations dans leur totalité, elle nous invite à poursuivre le dialogue dans le pays. C'est précisément ce qu'on fait avec, depuis 2 mois, un grand débat national. Et en termes de dialogue, je crois que la France fait ce qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs auparavant. Donc, vous voyez que nous nous conformons aux recommandations toujours utiles formulées par l'Organisation des Nations Unies et par la voix et la personne de Michelle Bachelet. Elle demande une enquête approfondie sur sur 3 des cas rapportés pour usage excessif de la force. Sur ce point, on a toujours été extrêmement clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises à ce micro. À chaque fois que cela est nécessaire, des enquêtes ont été lancées, notamment par l'Inspection générale de la police nationale. Elle demande une enquête approfondie sur 3 cas. Il y a 162 enquêtes, 162, qui ont été ouvertes à la date du 1er mars. Et je rappelle que ceux qui disposent d'éléments qui peuvent permettre d'éclaircir des situations qui ont donné lieu à l'emploi de LBD, eh bien, à se rendre sur la plateforme de signalement de la police nationale. C'est en ligne, si nécessaire, et il y a un onglet sur police-nationale.fr, un onglet signalement. J'encourage chacun à le faire. Il faut, je le dis néanmoins, s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste entre le Venezuela et Haïti où il y a eu des morts. Je le rappelle, où il y a eu des morts nombreux suite à des manifestations. Vous savez, le niveau d'inclusion économique et démocratique en France est, selon les standards de l'ONU, un des plus élevés au monde, avec un niveau d'inégalité contenu, mais que nous nous attachons à combattre. Et ça, on l'a, ce combat engagé depuis le premier jour. Donc il est bien de voir le verre à moitié vide. C'est votre rôle. Et moi, il est aussi de mon devoir de rappeler que parfois, il peut être vu à moitié plein. Et la France a été saluée aussi sur ces sujets d'inclusion économique, d'inclusion démocratique. Et je crois que l'exercice qu'on est en train de faire du grand débat national peut inspirer, au-delà de nos frontières, quelques grands pays démocratiques qui observent cela avec la plus grande attention. Mais évidemment, nous suivrons les recommandations avec la diligence nécessaire, parce que lorsque l'Organisation des Nations Unies s'exprime, le président de la République a eu l'occasion de dire à maintes reprises lors des Assemblées générales des Nations Unies son attachement au multilatéralisme. Mais la moindre des choses, c'est de les écouter et de les prendre en considération. Bonjour, Anthony Latier de Bonjour. RFI. Est-ce que malgré tout, ça n'affaiblit pas la position de la France à l'étranger quand Paris voudra condamner l'usage disproportionné de la force dans telle ou telle manifestation à l'étranger? Vous savez, la position française sur le sujet, elle est absolument constante. Je ne crois pas que ça l'affaiblisse. Et je crois que la position de la France dans les instances internationales, eh bien, elle est multiple. Elle s'opère à la fois sur le front démocratique, vous le dites, mais aussi d'un point de vue stratégique, d'un point de vue commercial, d'un point de vue économique. Et donc, la France, elle portera les sujets qui lui sont chers, les valeurs qu'elle a toujours défendues. Je crois que la tribune qui a publié le président de la République mardi dans l'ensemble de la presse européenne fait la part belle aux valeurs auxquelles nous croyons, qui sont des valeurs de liberté, de progrès, de justice et en même temps de protection de nos travailleurs et de nos marchés. Ce sont ces valeurs-là que la France portera dans les enceintes internationales, comme elle l'a fait depuis le premier jour. En cela aussi, avec une forme de continuité d'un quinquennat à l'autre. La France a toujours eu une voix particulière sur la scène internationale et elle continuera d'avoir cette exception culturelle, cette exception française, pardon, qui n'est donc pas que culturelle, mais qui est diplomatique. C'est aussi notre identité et je crois que nos partenaires européens et internationaux seraient déçus si nous n'étions pas à ce rendez-vous-là. Nous y serons. Bonjour, c'est la Bourriou pour TF1 LCI. Dans le cadre d'une réunion de groupe des députés de La République En Marche hier, Édouard Philippe a affirmé que le grand débat pourrait être une déception. Alors Matignon a ensuite démenti, mais plusieurs participants l'ont quand même confirmé. Est-ce que le gouvernement craint de faire des déçus à l'issue de ce grand débat national? Alors il m'est difficile de commenter quelque chose qui est démenti auquel je n'ai pas assisté. Mais donc, est-ce qu'on craint d'être déçu? Non.
on va tout faire pour être à la hauteur de l'enthousiasme qu'a suscité ce grand débat. Lorsque le président de la République a annoncé la tenue de ce grand débat, nous aurions été agréablement surpris si on nous avait dit que 2 mois plus tard, 2 mois et demi plus tard, on aurait 10 000 réunions tenues dans le pays, 1 300 000 contributions, plus d'une douzaine de milliers de cahiers citoyens faits, soit un tiers des mairies de France où des cahiers citoyens ont été remplis. Très franchement, nous serons au rendez-vous des attentes qui ont été suscitées. Et on l'a vu dans la participation que nos concitoyens ont eue dans ces débats. Je le dis aussi, dans la qualité des débats qui s'est tenu. Moi, je suis très frappé et je me souviens, lorsque ce grand débat a été annoncé, de certains disant que les réunions seraient perturbées, que ça ne pourrait pas se tenir dans le calme, etc. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'on est un peuple très politique, parce que lorsque vous donnez à nos concitoyens l'occasion de débattre de manière rationnelle, alors parfois on s'engueule un peu dans les débats, mais ça c'est la vie, mais de manière rationnelle, de sujets qui sont leur quotidien, qui sont les interrogations qu'ils ont pour leurs enfants, parfois pour leurs parents âgés, parfois pour leur territoire ou pour leur ville, les Français répondent présents. Je suis certain que, d'abord, parmi les solutions qui seront mises sur la table et parmi les choix que nous ferons, certaines auront émergé de ce grand débat. Et donc, comme elles émergeront d'un consensus citoyen, il sera difficile de considérer qu'elles sont déceptives pour les citoyens qui les ont bâties. Est-ce qu'on pourra mettre en œuvre toutes les recommandations et toutes les attentes? Non, mais c'est aussi, la politique, c'est aussi faire des choix, et c'est aussi être capable de dire que nous retiendrons cela, mais peut-être pas cela, que ça, c'est conforme aux engagements que nous avons pris dans la campagne présidentielle, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires européens, que ça s'inscrit dans un calendrier, qu'on peut le faire dans un délai raisonnable, et que cela, en revanche, ça appelle un temps plus long. Mais c'est important de repartir de ce qui aura été établi. C'est pour ça que je ne crois pas au caractère déceptif de ce qui ressortira de ce grand débat, des propositions que nous mettrons sur la table. Il y en a qui pourront être mises en œuvre rapidement, parce qu'il y a sans doute des choses qui pourront être faites soit par voie réglementaire, soit simplement en mobilisant les moyens de l'action publique. D'autres appelleront des modifications législatives. Et donc le temps législatif, vous le savez, dans notre pays est toujours un peu plus long. Je vous disais qu'on débat de pacte en ce moment au Sénat. Nous sommes en mars 2019. Moi, j'ai lancé les travaux de pacte en septembre 2017 lorsque j'étais secrétaire d'État à l'économie et aux finances à Bercy. Donc, vous voyez, il y a toujours un temps long. Donc, j'espère qu'on pourra apporter des réponses concrètes et rapides à certains sujets. Et puis, il y en a d'autres parce qu'il y a ce temps législatif, mais qui est important, le temps du débat parlementaire, qui se mettront en place, mais également dans un délai que je l'espère rapide. Voilà, on a beaucoup d'espoir et on fonde beaucoup d'espoir dans les remontées, mais de ce qui est ressorti déjà des cahiers citoyens. Vous savez que depuis le 20 février, ils ont été refermés. Il y a déjà beaucoup de choses, et beaucoup de choses foisonnantes, donc je n'ai pas de doute que ce ne sera pas déceptif. Bonjour. Bonjour. Bonjour Paul Larouturou. Bonjour. Pour Quotidien, j'ai une question sur Philippe de Villiers. Déjà, est-ce qu'à votre connaissance, Philippe de Villiers et le chef de l'État sont toujours amis? Et Philippe de Villiers sort aujourd'hui ce livre qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Et j'aimerais vous lire un passage, vous allez vous comprendre pourquoi je vous pose cette question. Un jour, j'ai demandé à François Fillon pourquoi il avait reçu le groupe Bilderberg à Matignon. Il m'a répondu « Parce que nous n'avons pas le choix, ce sont ces gens-là qui nous gouvernent ». Un peu plus tard, en janvier 2017, il s'est plaint d'avoir été lâché. Le Bilderberg a préféré Macron, qui correspond mieux au profil mondialiste. Une réaction, car on sait que ce livre, comme la plupart des livres avant, en général, Philippe de Villiers, il vend énormément de livres. Et donc, avez-vous une réaction à cet extrait de Philippe de Villiers? À ne pas confondre avec l'autre de Villiers, célèbre pour des polars. Non, je pensais à Gérard. D'abord, je vais vous faire une confidence. Je note que Philippe de Villiers vous l'a adressé à vous avant de me l'adresser à moi. Et donc, moi, je n'ai pas pu prendre connaissance de cet ouvrage. Je vous vois un peu gêné de savoir que chacun... mais vous voyez, moi, je n'ai pas encore reçu cet ouvrage pour la route. Donc, j'ai bon espoir de le recevoir, de prendre connaissance de l'ensemble des éléments. On connaît Philippe de Villiers, puis qu'à l'occasion de le rappeler, qu'il a des engagements totalement discordants et qu'ils sont à peu près d'accord sur rien, notamment quand on parle d'Europe, quand on parle de régulation, quand on parle de souveraineté nationale. Bon, voilà, il y a des oppositions majeures. C'est un responsable politique qui a toujours eu des opinions très tranchées. Moi, je me méfie un peu de ces éléments sur le groupe de Bilderberg parce que ça me rappelle assez furieusement des vidéos complotistes et conspirationnistes qui circulent beaucoup depuis maintenant des années sur les réseaux sociaux et qu'on a vu beaucoup plus émerger depuis quelques mois. Je vous renvoie à certains réseaux sociaux
et à certains leaders autoproclamés de certains mouvements qui ont un peu éclos dans le pays ces derniers mois, qui volontiers expliquent qu'il y a un complot mondial, que la finance mondialisée dirige le monde. Non, le président de la République, il a été élu par les Français. Nos parlementaires, ils ont été élus par les Français, qu'ils soient d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition, et que la démocratie représentative dans notre pays, elle a sa force. Et que nul ne peut raisonnablement imaginer que des forces occultes, spirituelles, financières ou autres, dirigent le pays. Le pays, il est dirigé par celui que les Français ont choisi dans le cadre d'une élection qui s'est tenue librement et démocratiquement, n'en déplaise à certains. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, une dernière, et après j'y vais. Sur Carlos Ghosn, je voulais savoir si le président de la République en avait parlé durant le Conseil des ministres et quelle est sa réaction après cette libération. Comme il n'en a pas parlé, il n'y a pas eu de réaction. Le sujet n'a pas été évoqué dans le cadre du Conseil. Vous n'avez pas d'éléments particuliers sur la réaction de l'exécutif Non, vous savez, on n'a pas l'habitude de commenter les enquêtes judiciaires en cours, qu'elles se tiennent en France ou à l'étranger. M. Ghosn a organisé sa défense, mais ça n'a pas été abordé ce matin dans le cadre du Conseil. Merci beaucoup. Bonne journée.